Hello, bonjour. Welcome to the Union Safety Net, le filet de sécurité syndicale, a union podcast for working people. I'm your host, Sébastien Bezeau, et oui, parfois en français aussi. This podcast is hosted by the Union of Safety and Justice Employees, le syndicat des employés de la sécurité et de la justice. Join us for an informative discussion every month about issues currently affecting working people. Bienvenue à notre série sur les élections fédérales du filet de sécurité syndicale. Cette année, les Canadiens et Canadiennes se rendront aux urnes et choisiront les 342 personnes qui les représenteront au sein du 45e Parlement fédéral. Cette élection marquera le début d'une nouvelle ère. En tant que syndicat de la sécurité publique, le SESJ a identifié quelques priorités politiques cruciales qui permettraient au personnel fédéral de la sécurité publique de remplir son mandat de protection de la sécurité des Canadiens et Canadiennes et Québécois et Québécoises. Le SEJ reconnaît également que cette élection est rapidement devenue une question de gestion de notre relation de longue date avec les États-Unis dans une période de plus en plus complexe, compte tenu de la présidence Trump et d'une période sans précédent dans les relations entre les États-Unis et le Canada. Alors, étant donné de l'importance de cette élection, le SEJ a lancé une invitation aux chefs de tous les partis fédéraux à la Chambre pour discuter de certaines des questions qui sont en tête de liste pour les membres du SEJ et le mouvement syndical plus généralement. Nous nous entretenons avec Louise Chabot, députée du Bloc québécois de la circonscription de Thérèse de Blainville. Madame Chabot, merci d'être avec nous aujourd'hui et de représenter le Bloc québécois pour notre série spéciale sur les élections fédérales. Bienvenue au filet de sécurité syndicale. Bonjour, merci énormément de l'invitation et je vous salue pour l'initiative. Je pense que c'est important dans les débats politiques, puis je vous dirais même en cours de mandat, les syndicats fassent valoir leur voix, leurs enjeux dans ce contexte-là, puis qu'on soit interpellé comme élu sur la colline parlementaire. Je pense que c'est tout à votre honneur. Alors, merci, Madame Chabot. Allons-y, discutons de certains sujets. Commençons avec les forces de l'ordre fédéral. Comme vous le savez, le SEJ représente près de 20 000 employés de la sécurité publique qui travaillent dans 18 ministères et agences fédérales. Parmi eux, il y a plusieurs milliers d'employés de la fonction publique de la GRC, du service correctionnel et des ministères de la sécurité publique et de la justice. Le SEJ s'intéresse de très près à la manière dont certaines provinces souhaitent rompre leurs liens avec la GRC et mettre en place des forces de police provinciales. Évidemment, le Québec est l'une des deux grandes exceptions historiques à cet arrangement-là. La GRC a un mandat très défini sur le territoire québécois et la Sûreté du Québec et les corps de police municipaux se chargent du reste. Alors, cette division des tâches est une réalité acceptée par la population du Québec, n'est-ce pas? Oui, la Sûreté du Québec, au Québec, je dois dire que c'est une des premières institutions publiques même du Québec. Ça date de 1870. Donc, pour les Québécoises et les Québécois, je pense que notre système de sécurité dans ce sens-là répond tout à fait aux attentes. La part de la Gendarmerie royale du Canada et de ses agents est dans des missions bien précises qui relèvent plus, soit le crime organisé, soit l'intégrité financière ou les frontières dans ces questions-là. Je pense qu'un partage des rôles qui est tout à fait correct, mais pour le Québec, c'est bien clair que cette situation-là qui nous est unique, comme bien d'autres questions, il y a pas d'enjeu pour nous, puis on ne souhaiterait pas que ça soit autrement. Parfait. Alors, selon vous, d'une perspective québécoise, quels seraient les principaux problèmes auxquels le système de justice pénale serait confronté au Canada? C'est une belle question qui pourrait mériter une belle longue réponse, mais essentiellement, on sait qu'il y a eu plusieurs projets de loi à la Chambre des communes sur la question de la justice pénale ou de notre droit, de la justice dans le fond. On sait qu'il y a des partis politiques qui veulent renforcer sous le règne de la loi et l'ordre, à utiliser une clause dérogatoire pour les peines successives pour remettre en question. Au Bloc québécois, je dirais,
Si on prend les peines minimales obligatoires, par exemple, parce qu'il est un enjeu d'un projet de loi, on a toujours été généralement en défaveur des peines minimales, ou de définir à l'avance. On a toujours prôné un système de justice où nos tribunaux sont capables de faire des choses, puis de regarder le circonstanciel autour d'une question. Bien que pour certaines questions, on pourrait être ouvert à des circonstances exceptionnelles quand ça le justifie, là. Puis il y a eu de nombreux témoignages dans ce sens-là, même de la Commission Vérité et Réconciliation. Mais on a toujours favorisé, puis c'est un peu comme ça aussi qu'on le voit au Québec, un système de justice où le législatif ne se mêle pas de ça, puis en même temps où on est capable de juger pour les personnes de la meilleure sentence finalement. Puis vous savez qu'il faut favoriser aussi, c'est un équilibre, la réhabilitation peut jouer un rôle aussi, puis on l'espère. Fait que ce qu'on pourrait craindre, c'est que parce qu'il y a toutes sortes de situations qu'on durcisse le ton, qu'on durcisse nos cours de justice pénale. Mais je pense que dans ce sens-là, on est capable de faire des débats qui sont équilibrés pour préserver le droit des gens de justice qui est réellement équitable. Excellent. Vous avez dit qu'on pourrait parler longuement sur ce qui doit être changé au système de justice pénale. Vous avez donné un exemple. Alors, dans le prochain Parlement, qu'est-ce qui devrait être revu comme en termes de priorité? Comme vous avez dit, il y a beaucoup de choses qui devraient être changées, mais dans le prochain Parlement, en termes de priorité? Ben, sur ces questions-là, d'entrée de jeu, vous l'avez dit, si je le mets en perspective avec tout ce qui se passe, les menaces de tout ça, la sécurité de nos frontières, mais c'est sûr qu'il y a des questions qui nous ont préoccupés, comme les armes à feu, comme une meilleure sécurité à nos frontières. Ça, pour nous, c'est quelque chose d'important. On l'a vu avec le crime organisé, on a vu des jeunes. Je pense que il y a un système qui doit s'adapter finalement à de nouvelles réalités. Mais il faut s'attaquer aux causes aussi, tout ça. Hein. Quand on parle de criminalité, s'il y a des hausses de criminalité, puis que nos systèmes, on l'a vu aussi dans des cas de violence conjugale, toutes ces questions-là. Hein. S'il y a des choses qui doivent être renforcées pour s'assurer que la justice réponde à ces besoins-là, mais je pense que c'est des questions qu'on doit être capable de mettre en œuvre, mais en même temps, il faudrait pas judiciariser à outrance des phénomènes de société, dirais-je, que c'est pas seulement la justice qui peut être une réponse. Vous avez mentionné une nouvelle réalité. Parlons de la nouvelle réalité de la santé mentale, puis des causes des problèmes de santé mentale. Alors, nous allons discuter un peu de la santé mentale du personnel de sécurité publique. Le personnel fédéral de sécurité publique subit des taux démesurés de lésions psychologiques dues au stress professionnel. Les études démontrent que les conditions de travail en sécurité publique forcent les employés à interagir avec des résidus de violence et d'abus traumatisants. D'ailleurs, nos membres au SEJ sont régulièrement en contact avec des criminels violents, des documents et ou graphiques traumatisants et sont exposés à des incidents qui peuvent entraîner un stress post-traumatique. Malgré cela, ils se voient malheureusement souvent refuser une indemnisation pour les accidents de travail pour ces blessures qui sont liées à la santé mentale. Alors, quelles mesures votre parti, le Bloc québécois, prendrait-il pour protéger la santé mentale du personnel fédéral de sécurité publique pour s'assurer qu'il ne souffre pas en silence? C'est une question fondamentale que vous soulevez. Je pense qu'il y a plusieurs études qui le démontrent aussi, même au niveau de l'épuisement professionnel. C'est des questions que, tant au Québec, par notre propre loi de la santé et sécurité du travail, qu'au Canada, que là, c'est le Code canadien du travail qui prévoit ces questions-là. Je pense que, au Québec, il y a eu des avancées, mais ce qui est majeur, c'est d'agir en prévention. Puis ça, je pense qu'au niveau des milieux de travail, les employeurs ont aussi un rôle à jouer. Fait qu'il faut essayer de prévenir
ces phénomènes-là, je dirais en premier, puis des comités de prévention sur les lieux de travail, santé, sécurité du travail. Pour nous, en tout cas, c'est une bataille qu'on a menée au Québec. Et la question de la santé mentale, alors que c'était des enjeux à l'époque qu'on ne parlait pas, là, c'est devenu l'enjeu de l'heure. Mais aussi, il faut surtout que ça soit reconnu comme une maladie professionnelle. Parce que souvent, les employeurs, j'imagine que vous le vivez comme ça, tend à ne pas associer l'épuisement professionnel ou les problèmes de santé mentale à un problème lié au travail, mais que le personnel, pour avoir une prépondérance, pour avoir ça, d'où la difficulté de le faire reconnaître. Fait qu'il y aura deux choses: agir en prévention dans les milieux de travail pour éliminer à la source ces questions-là. Et la deuxième chose, renforcer les lois du travail. Dans ce cas-là, c'est le Code du travail. En tout cas, pour certains membres de vos groupes, c'est le Code canadien du travail ou c'est les propres lois au Québec en santé et sécurité du travail. Fédéral. Ben, c'est vrai que vous êtes de juridiction fédérale. Là, je me réponds partout, même si vous êtes en sol québécois. Mais vous seriez mieux couvert en sol québécois, malgré que tout n'est pas parfait. Mais quand même, il y a eu des avancées là-dessus. Puis quand on regarde les maladies professionnelles, la question de l'épuisement puis de la santé mentale ont été des questions qui sont encore très importantes. Puis il y a eu des petites percées. Mais moi, je le dis souvent, là, le Code canadien du travail a besoin d'amour. A besoin d'amour pour ses travailleuses et ses travailleurs pour mieux les protéger. Il y a eu une avancée, là, mais qui est pas là depuis longtemps sur le harcèlement psychologique, la violence. Bon, on sait maintenant qu'il y a des politiques, tout ça, c'est bien. Mais, tu sais, il y a d'autres questions qui concernent le milieu de travail, puis que l'employeur et les législations ont une nécessité de mettre ça en priorité. Puis ça, comme membre d'un gouvernement, c'est quelque chose auquel je m'engagerais. Alors, ça, c'est la citation qui m'a marqué. Le Code canadien du travail a besoin d'amour pour ses travailleurs et travailleuses. C'est tellement bien dit. Je vais jamais oublier cette citation-là, Madame Chabot. Ça va me rester imprimé. Une autre question à ce sujet. Envisageriez-vous de modifier la législation fédérale afin qu'un plus grand nombre de fonctionnaires fédéraux chargés de la sécurité publique aient accès à la couverture des blessures par présomption? Ma réponse, c'est oui. Ben oui, c'est ce que je pensais. C'est ma réponse parce que elle est en lien avec la réponse par présomption, c'est de présumer et non faire le contraire, que le travailleur ait le fardeau de la preuve. C'est d'avoir la présomption que le milieu de travail a la question, soit de la détresse psychologique chez les travailleurs, de santé mentale ou d'épuisement professionnel. Alors que c'est le contraire. Actuellement, le travailleur doit démontrer presque hors de tout doute qu'il n'y a pas de facteur de position personnelle qui l'a amené là, puis à évacuer la question pour faire quoi? Ou juste, on ne règle pas la situation, on vient diminuer même la qualité du travail dans le milieu, hein, parce que quand tu es malheureux au travail au point d'avoir des sources d'anxiété puis tout ça, c'est pas normal. Puis je pense qu'il faut absolument, puis on est en 2025, là, c'est qu'on réalise que c'est des phénomènes liés au travail qui sont démontrés, que la science le démontre. Il y a des études qu'on fait. Je pense qu'il y a une étude qui a été faite même dans vos propres milieux de travail, si je ne m'abuse. Effectivement. Puis qu'en général, je connais pas les proportions, mais des fois, les pourcentages des travailleurs affectés sont plus élevés que dans le pourcentage de la population en général. Puis ça, c'est pas étranger à la charge de travail qu'on demande de plus en plus avec de moins en moins de moyens. C'est le système de performance. Puis j'écoutais d'ailleurs un documentaire des jeunes. Hier, cette fois, j'ai tombé là-dessus. Des jeunes au secondaire qui parlent de la situation de la santé mentale puis qui associent ça à la charge de la performance qu'on doit donner. Imaginez. Incroyable. Fait que puis là, on est dans des milieux de travail où on demande au personnel, comme vous l'avez dit, là, votre rôle,
votre mission est majeure, là. Ouais. Assurer la sécurité du public, prendre soin du monde, je le dirais comme ça. Fait que ma réponse est oui. Excellent, on aime cette réponse. Alors, parlons du travail hybride. Comme vous le savez, des dizaines de milliers d'employés de la fonction publique fédérale ont travaillé virtuellement pendant la pandémie de la COVID-19. Par la suite, cette nouvelle manière de travailler a été poursuivie à partir de leur domicile ou par l'intermédiaire d'espaces de co-travail fédéraux. En mai dernier, le Conseil du Trésor a décidé de limiter considérablement les possibilités de travail hybride pour les fonctionnaires fédéraux, malgré le fait qu'ils aient démontré pendant plusieurs années qu'ils pouvaient être tout aussi productifs en travaillant virtuellement. Alors, les décisions du Conseil du Trésor ont suscité une vive opposition de la part du mouvement syndical et des fonctionnaires. Alors, quelle serait l'approche du Bloc québécois dans ce dossier? C'est une excellente question. On est intervenu dès le départ, pas dans la deuxième vague où vous avez été appelé à le faire, mais d'une certaine manière. Je vais vous dire très franchement, là, c'est une question d'organisation du travail. Et sur les questions d'organisation du travail, bien sûr, on sait que l'employeur a un droit de gérance. Mais il faut toujours plaider. Bon, puis quand on négocie une convention collective, on cherche effectivement un équilibre entre les droits de gérance et la consultation des travailleurs et des travailleurs sur quelque chose qui les concerne réellement, leur organisation du travail, qui connaissent leur milieu, puis qui sont à même, puis même c'est gagnant d'apporter des solutions. Fait que ça, c'est ce qu'on plaide. Si vous me demandez la question, est-ce que le télétravail, ça devrait être complet? Vous devriez être une journée au travail, vous êtes 2 ou 3. On n'a pas de position là-dessus. Mais la position, ce qu'on a dénoncé quand le Conseil, tu sais, parce que là, sincèrement, là, c'est des questions qui sont plus liées au milieu. On pourrait pas arriver avec une revendication, dire, bon. Mais ce qu'on a déploré du Conseil du Trésor, on l'a interpellé. On le sait que ça a été un enjeu important de vos négociations, dont la grève qu'on n'avait pas vue depuis 50 ans, si je ne m'abuse. C'était au cœur de l'enjeu. Peut-être que tout n'a pas été réglé par la convention collective, mais pour un employeur, le gouvernement libéral à l'époque, le Conseil du Trésor, qui prône le dialogue social, ben, on a dénoncé qu'il avait agi de cavalière. En même temps, tu peux pas prôner le dialogue social puis imposer ta vision sans voir, t'être assis avec les organisations qui représentent les travailleurs pour regarder la meilleure portée. Parce qu'en même temps, les employeurs vont demander, puis ça arrive à toutes les négos, plus de flexibilité, plus de mobilité, plus d'agilité dans le travail, là. Mais quand tu arrives sur des questions essentielles, parce qu'on sait que je trouve qu'il a agi un peu comme par décret. C'est ce qu'on déplore, puis c'est ce qu'on peut déplorer là, de l'attitude du gouvernement fédéral sur ces questions-là, qui vont dire oui, ils ont avisé, mais l'organisation du travail, puis les questions liées comme le télétravail, devraient être au cœur. Puis souvent pour les syndiqués, c'est souvent tout aussi important que les questions salariales. C'est que cette question-là, pour nous, mériterait d'être mieux encadrée, mais surtout que même si on joue dans le droit de gestion des employeurs, ben il n'y aura jamais d'approche gagnante s'il n'y a pas la contribution des travailleurs syndiqués. Excellent. Alors, Madame Chabot, il nous reste juste 2 sujets à discuter. L'investissement dans le personnel de la sécurité publique. Inévitablement, la sécurité publique restera une priorité pour les gens, peu importe le climat économique. Le SEJ est très préoccupé par le fait que les mesures actuelles de réduction du déficit, comme celles en 2014 et 2015, auront des effets à long terme sur le personnel de sécurité publique. Ce que nous savons des exercices précédents de réduction du déficit, c'est que la charge de travail et le stress sur le lieu du travail ont augmenté de manière significative et ne se sont jamais rétablis. Par conséquent, que feriez-vous pour améliorer les opérations de sécurité publique et garantir que le personnel fédéral de sécurité publique dispose des ressources et des capacités nécessaires pour assurer la sécurité de tout le monde?
Ben, la première chose, si je disais que Code canadien du travail avait besoin d'amour, les travailleurs de la fonction publique aussi. Mhm. On sait que souvent, c'est les mal aimés. Puis je vous dirais au Québec comme au fédéral, on le voit que dans des politiques soit d'austérité ou de rigueur budgétaire ou de déficit, souvent la fonction publique est mal menée dans ces opérations-là. Ouais. On sait aussi, parfois il y a un narratif autour. Là, je donne l'exemple dans votre secteur, mais de façon plus globale aussi. 30 000 fonctionnaires publics dans la fonction publique. Puis on met en parallèle la qualité des services. Fait que ça, pour monsieur et madame tout le monde, parfois, qui connaissent pas tout ça, ben je pense qu'il faut faire des campagnes d'information sur le rôle essentiel des travailleurs pour la sécurité du public. Vous avez raison. Je pense que la population, quand ils connaissent votre travail, ils savent à quel point c'est important. Quand il y a des luttes, je vais prendre, c'est sûr qu'il y a des secteurs que je pense aux infirmières, aux enseignants, au personnel en service de garde. Mais là, je pense que tout le monde sait à quel point c'est essentiel. Mhm. Le gouvernement fédéral a un rôle de valoriser le travail de son personnel dans la fonction publique qui donne des services incroyables partout. Puis, effectivement, s'il y a au niveau des services des banques, ben c'est pas lié à la qualité du personnel qui est là, mais au manque de ressources des fois pour lequel. Nous, on va totalement s'opposer à des opérations mathématiques qui ne tiendraient pas compte qu'il faut assurer les ressources nécessaires, particulièrement dans le domaine où vous œuvrez, ou la sécurité publique. Puis on le voit de plus en plus avec les menaces qui sont... c'est justement là l'essentiel, que le personnel soit là. Fait qu'on sera en appui derrière des revendications qui vont mettre en lumière que des coupures sauvages peuvent affecter les services à la population. D'accord. Alors, parlons le dernier terme, l'Amérique du Nord, mais entre vous et moi, on va parler de Trump et des États-Unis. La présidence Trump a mis fin brutalement à la relation stable que le Canada entretenait avec les États-Unis depuis des décennies. Les annonces en provenant de Washington ont créé beaucoup d'anxiété parmi les Canadiens et Canadiennes, Québécois, Québécoises, y compris les travailleurs et travailleuses du mouvement syndical. Il semblerait que la question de l'urne sera de savoir qui peut le mieux gérer les relations avec la Maison-Blanche. Étant donné la vocation du Bloc québécois comme parti d'opposition, que feriez-vous pour protéger les emplois syndiqués dans les secteurs qui pourraient être affectés par les droits de douane? C'est une question, puis je dirais travailleurs syndiqués et non syndiqués. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut se retrouver dans des secteurs d'activité. Ben, je vais parler pour le Québec. Le Bloc québécois représente le Québec, puis le Bloc québécois veut s'assurer que dans toutes ces négociations-là, puis les tarifs douaniers, que les secteurs d'activité névralgiques, bon, on sait qu'il y a le pétrole de l'Ouest, il y a les grandes banques de l'Ontario, il y a le secteur automobile, mais il y a aussi d'autres secteurs d'activité. Le secteur public en fait partie, mais aussi la foresterie, l'agriculture. Donc, de s'assurer, dans ce cadre-là, que quand on veut mettre des sommes d'argent pour, dans le fond, si on parle des industries ou des secteurs d'activité qui seraient le plus touchés, de faire le parallèle avec les travailleuses et les travailleurs qui sont la force de ces secteurs-là d'activité. Ben déjà, on s'en préoccupe. On sait que s'il y avait, vous vous rappelez certainement que quand il y a eu la COVID, là, c'était un épisode, mais quand même, on a vu que les régimes de filet social au Canada on n'est absolument pas équipés pour faire face à des crises comme ça. Puis là, je pense particulièrement à notre régime d'assurance-emploi qui devrait être un régime de filet social quand il arrive des coups durs. Et où à peu près juste 40% des travailleuses et des travailleurs peuvent s'en prévaloir en raison de ces critères désuets. Fait que c'est absolument essentiel quand qu'on veut soutenir l'industrie, que ce soit de diverses manières, tant dans la diversification, dans la transition juste, ou
dans le cadre où il y aurait des fermetures d'entreprises, qu'on ait des systèmes robustes, parce que tout ça peut être de courte durée aussi, hein. Faut pas que l'arbre nous empêche de voir la forêt, là. Ouais. Là, si la question de l'urne et qu'est-ce qu'on ferait avec les affaires de Trump, ben, j'espère que la question de l'urne va dépasser ça. Parce que quand on élit un nouveau gouvernement, on l'élit aussi sur d'autres questions, comme la protection des droits des travailleuses et des travailleurs, comme la protection de l'environnement, comme le logement social, comme des secteurs, un système de santé, un système de sécurité publique fort. Ben ça, c'est des enjeux malheureusement qui risquent d'être occultés, mais qu'il faudra mettre en place. Et pour le Bloc québécois, c'est certainement des questions comme ça qui vont être relevées. Mais pour les travailleuses et les travailleurs, faut pas que le gouvernement oublie de les soutenir, de les protéger. Pas juste dire le mot, le faire par des actions. Madame Chabot, vous avez déjà commencé à répondre à ma prochaine question. Pourquoi est-ce que les Québécois et Québécoises devraient voter pour le Bloc québécois pour la 45e législature fédérale? Ben, je vous dirais, ils devraient voter pour le Bloc québécois parce que c'est les Québécoises et les Québécois qui vont faire leur choix au Québec pour le Bloc. On n'a pas cette option-là ailleurs. J'aimerais bien vous l'offrir. Mais je pense que le Bloc québécois, pour ce qu'il représente, je pense qu'on est là, effectivement, pour protéger puis promouvoir les intérêts des Québécoises et des Québécois dans un Canada qui, parfois, même si on peut être des bons alliés, des bons amis, qui nous ressemblent moins sur la question de nos valeurs, sur la question de notre culture, sur la question d'une économie qui nous est propre. Je pense que le Bloc québécois a su démontrer qu'il est un porte-voix pour les Québécoises et les Québécois sur les questions qui les préoccupent, leur réalité. Puis comme on le dit, si c'est bon pour le Québec, on est un parti, oui, de l'opposition, mais un parti d'action puis de proposition. Fait que on l'a démontré. On nous a même qualifiés d'adultes dans la pièce lors des dernières sessions parlementaires. C'est parce qu'on est capable d'avoir cet équilibre-là dans, pas le populisme, mais d'avoir de la rigueur dans les propositions qu'on met de l'avant. Mais on va toujours le faire dans l'intérêt puis la promotion des intérêts des Québécoises et des Québécois et du Québec sur les questions identitaires, sur la question de la culture, sur la question de nos valeurs. On est intraitable. Puis ça, je pense qu'on est capable de le démontrer, mais ça sera aux électrices et aux électeurs de choisir. Parfait. Donc, Madame Chabot, je vous remercie d'avoir participé au filet de sécurité syndicale et d'avoir participé au nom du Bloc québécois. Je vous souhaite tout le meilleur aux prochaines élections fédérales. En vous remerciant et tout le meilleur à vous et vos membres pour la suite des choses. Merci. Thank you for joining me for this episode of the Union Safety Net, le filet de sécurité syndicale, a union podcast created by USJE for working people. If you have any feedback on today's episode or would like to suggest a topic you want us to cover, please reach out on social media platforms. We love to hear from our listeners. I'm your host, Sébastien Bezeau, and I hope you'll join us next month for another episode of the Union Safety Net, le filet de sécurité syndicale.